Ça, c'est une petite production d'appoint qu'on a bien souvent dans les abords de maison, des autres champs dont on dispose et qui nous sert de champ de test pour des variétés et aussi en fait de ressources pour des démonstrations quand on a des invités et qui veulent vraiment voir ou bien qui veulent participer avec nous aux périodes de transformation. Donc on a des petites productions sur des petits espaces comme ça qui nous permet en fait de tester les boutures avant de passer aussi sur des plus grandes surfaces. Donc on a déjà des ratios de production. La petite tubercule qu'on va récupérer de notre terre. Ensuite on va casser, clac. Donc cette partie là, la branche qu'on va mettre de côté et qu'on va réutiliser après en fait, afin de faire les boutures. Donc là, une fois on a une partie en terre qui est déjà remodelée et dans laquelle on va faire les boutures. Donc ce sont les tronçons en fait de la tige entre 10 et 12 cm qu'on va remettre en terre, qui vont nous faire les boutures pour nos variétés. Donc rien se perd. Non, rien se perd. Après il y a d'autres variétés de manioc comestibles qui comme les ignames, mais qui ont des durées en terre plus longues, qu'on récolte après 12 à 18 mois pour faire la transformation. Sinon après au bout de 5-6 mois qu'on récolte comme les ignames, comme pour les patates, qu'on cuit à la vapeur et on appelle ça le camanioc. Donc ce sont beaucoup parfois des boutures qui se perdent et aujourd'hui qu'on essaie de réimplanter au fur et à mesure dès qu'on a des boutures. Donc sortie de champ, on a récupéré quelques petits maniocs pour faire la démo. Donc on va enlever toutes les parties, les impuretés, les têtes et ensuite comme des patates qu'on va à l'aise d'un économe. Depuis quelques années on l'utilise parce qu'on a une très grande qualité et propreté en fait du manioc. Donc il nous permet d'enlever toutes les impuretés, contrairement auparavant où on le faisait avec des couteaux. Donc on peut toujours faire pareil. À l'époque pareil. Mais avec aujourd'hui l'économe on va un peu plus vite et on gagne en qualité par rapport à la texture même. Donc voilà. Pour faire 1 kg de farine, il faut combien de kilos de manioc par exemple? C'est vraiment aléatoire, ça dépend en fait des variétés et du rendement. Parce qu'il y a parfois, on est toujours en culture, en activité agricole, on est bien souvent contraint et sous réserve des conditions climatiques. Donc savoir que les maniocs ont besoin de très peu d'eau, surtout après plantation pour qu'ils puissent germer. Mais ensuite, c'est-à-dire que si on a une période très pluvieuse, on peut perdre en fait la parcelle. Donc on peut avoir des rendements relativement plus faibles. Donc c'est-à-dire que c'est un produit qui nécessite un peu d'eau à une période bien précise, mais qui n'est pas très gourmand en eau. Surtout en phase de finition, en phase de maturité. Donc plus elle mûrit, moins il lui faut d'eau. D'accord. Donc 9 fois sur 10, quand on a des parcelles où on a une production qui est très généreuse, en extrayant un pied de manioc, on peut en avoir pour 4, 5, 6 kg. On a récupéré déjà des maniocs qui faisaient 1,50 m de hauteur. Donc ça veut dire que ce sont quand même des belles bêtes et là en fait ça triche énormément sur le rendement. Donc, après en fonction des exploitants et surtout à Marie-Galante aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention à ces périodes. Donc on respecte beaucoup plus les périodes de plantation et les types de plantation de culture en fait qu'utilisaient autrefois nos grands-parents. Il y a une spécificité ici à Marie-Galante, c'est qu'on ne produit pas entre mai et juin. Pourquoi? Tout à fait, c'est-à-dire que à cette période, on sort de la période du carême, où 9 fois sur 10, on a de très grandes périodes de sécheresse où le sol il est appauvri en eau. Donc, vu la grosseur des boutures, on préfère attendre une période plus propice
lié au calendrier des exploitants. En fait, la Saint-Jean, où 9 fois sur 10, on espère la pluie. Donc à la période entre fin mai et fin juin, on prépare les labours, on prépare le sol, on meuble le sol, mais on ne plante pas. Jusqu'au 21, 22 mai, ou 9 fois sur 10, c'est l'une des périodes préconisées et préférées en fait pour les producteurs. Donc ça, même aujourd'hui, au-delà même des deltas et des données scientifiques, ce sont des choses que nous respectons, personnellement que je respecte. D'autant plus c'est que on lie aussi les périodes de plantation au flux lunaire. Donc c'est-à-dire qu'on respecte la courbe lunaire qui influe sur le rendement et sur la qualité de la production. Donc on respecte tous ces éléments et d'où l'importance d'avoir toujours des échanges avec nos grands-parents, même si on garde des visions aujourd'hui de plus en plus modernes afin pour tout ce qui est commercialisation, packaging, données scientifiques, données nutritionnelles, mais en fait on respecte personnellement beaucoup cet aspect-là. Donc on était en France. Voilà. Autrefois, cette activité se faisait beaucoup en coup de main. Donc, c'est-à-dire que ça fait toujours bizarre pour moi, personnellement, jeune homme, de le faire, parce qu'autrefois, c'était une activité réservée, entre guillemets, aux femmes. Ce sont les femmes qui faisaient la farine. Les hommes étaient plus liés aux activités et à la culture de la canne à sucre. Donc, les femmes entre elles se réunissaient à 4, 5, 6 et au travers des plantations, de la récolte, et les hommes n'intervenaient qu'à des moments bien ponctuels afin d'aider à l'époque pour presser la farine. On n'avait pas d'instruments hydrauliques, des criques ou des installations modernes. On utilisait des troncs d'arbres à l'intérieur duquel on insérait une pièce de bois en forme de Y, et pour faire un levier, on apposait à l'arrière en fait des charges, des roches qu'on soulevait. Donc ça, c'était l'une des phases qui était réservée aux hommes, donc de presser la farine. Les familles, quand elles se réunissaient pour travailler, il y avait toujours l'échange et le bocantage. C'est-à-dire que celles qui avaient des patates ramenaient des patates, celles qui avaient des ignames ramenaient des ignames. Et on utilisait, on mangeait toujours ce qu'on avait déjà planté au travers des activités qu'on avait, et c'était un moment de partage parce qu'on se réunissait. C'était comme une fête, parce qu'autrefois, lors de ces activités, les femmes, les hommes, ils chantaient. C'était comme au temps des plantations, les hommes, quand ils étaient au champ, les périodes de labour ou de coupe pour la canne à sucre, il y avait toujours des animations avec des chants qui relataient ce qu'ils vivaient. Donc, toutes ces choses aujourd'hui, ça se fait un peu moins, mais personnellement, c'est l'une des choses qui m'ont toujours marqué dans mon plus jeune âge, quand je voyais mes parents ou quand je participais à ces scènes-là. C'était vraiment des fêtes. Ou autrefois, pendant on travaillait, mais il y avait le poisson qui cuisait, il y avait la viande, il y avait une personne qui était chargée de faire et de donner à manger pour les autres qui travaillaient. Donc c'était vraiment un moment très fort et qui unissait les familles au travers même des activités et de la pénibilité des tâches. Alors, tu disais que tout à l'heure tu es tombé dedans comme Obélix, et de toi-même tu as voulu en savoir plus, ou c'est par habitude du fait qu'à chaque fois les parents appelaient les enfants à venir aussi participer à la transformation du manioc Autrefois on t'invitait même pas parce que le tissu social et économique en fait de notre île, la main d'œuvre en fait familiale était déjà les ressources, c'était déjà les enfants. Les enfants étaient déjà les premières main d'œuvre, et ce qui est pour beaucoup d'autres activités d'ailleurs. Mais en fait pour nous, on a beaucoup appris par mimétisme, et après bon, l'évolution aidant, la culture, le parcours de tout un chacun. Ensuite aujourd'hui on fait des recherches et on adapte beaucoup plus
les pratiques que nous avons aux exigences du monde moderne. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut juste s'adapter aux législations, respecter les normes sanitaires. Aujourd'hui, il y a des contraintes même environnementales en fait par rapport à la production qu'on essaie de respecter afin de gager la qualité de ce que nous produisons, sur lequel d'ailleurs nous avons quasiment aucune crainte parce que la farine n'a jamais tué quiconque. Après aujourd'hui, nos enfants qui naissent chez nous dans notre famille, ils savent ce qu'ils doivent faire lors de la transformation et ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc on embraye déjà dans ce schéma de transmission avec nos plus jeunes enfants. Donc ils participent aujourd'hui avec nous quand ils sont en période non scolaire, en période de vacances, à la transformation et aux us et coutumes de nos pratiques. Donc juste se débarrasser de la boue. Quand on est en grande production, on utilise des fûts dans lesquels en fait les maniocs sont imposés. Débarrasser de la boue. Neuf fois sur 10 aujourd'hui, on a recours à beaucoup plus d'aide extérieure qu'à la famille en fait afin de travailler, d'exécuter les tâches. Savoir que Marie-Arlande il y a 30-40 ans c'était plus de 20 000 habitants. Aujourd'hui on voisine entre 9 et 11 000. Donc aujourd'hui tous ces éléments en fait influent sur les méthodes que nous utilisons aujourd'hui à répondre et à faire face aux contraintes auxquelles nous sommes soumis. Fameux poison dont détient le manioc. En exemple, on prend une petite cuillerée de cette eau, je vous donne pas 3 minutes. Donc c'est d'une très grande nocivité et les phases succédentes, les phases suivantes consistent à éliminer cette eau de la pâte. Donc alors d'un tissu, 9 fois sur 10, on a la phase de pré-séchage qu'on va utiliser un tissu et qui va consister à séparer l'eau de la pâte. Donc l'eau qu'on va laisser décanter dans un récipient, en exemple, je vais prendre un truc, une casserole, un exemple, voilà. L'eau qu'on va laisser décanter dans un récipient, qu'on va laisser reposer entre 12 et 24 heures, et qui va nous faire la formation de l'amidon, de la moussage. Donc c'est un élément, la moussage, que nous utilisons après, ensuite, dans la fabrication d'autres éléments, les cassaves coco, cassave moussage, et aussi en fait dans tout ce qui est transformation, on fait en confiserie des pâtisseries avec. Donc c'est remplace pour nous à l'époque le talc. Donc on utilise aussi l'amidon que je vais vous montrer tout à l'heure pour des vertus. Ça c'est l'eau qu'on va récupérer, qui est très riche en acidité et qu'on va récupérer, et ensuite au repos qui va nous faire la formation de la moussage. D'accord. Et le poison sera extrait après de là, il y aura plus de poison. Ensuite l'autre phase, c'est-à-dire que la farine qu'on garde dans le tissu, on va l'enrouler dans un autre truc. Là, on n'a pas un volume suffisant pour le faire. Mais ensuite, on va l'enrouler dans un grand sac et qu'on va le presser à l'aide d'un cric hydraulique. Donc, on a une installation à l'aide
une armature en métal, en ferraille, qui nous permet de sécher avec un taux d'humidité très faible le reste de pâte. Donc cette eau-là, on va la laisser sécher, la farine on va la récupérer, et cette farine-là ensuite, qui sera formée un peu en bloc comme ça, qu'on va tamiser. Donc on a les tamis qu'on confectionne bien souvent nous-mêmes à l'aide d'un grillage quadrillé avec des émails de 5 ou de 3, et ensuite c'est cette farine qu'on va tamiser. On va tamiser et ensuite on va laisser sécher. On va faire un petit truc pratique. Voilà. C'est-à-dire que cette farine-là, on va la tamiser. Vous voyez là, quand elle est bien sèche, voilà. Donc le tamis nous permet en fait de garder les résidus qu'on appelle dans notre langage visuel la couelle. Ensuite, qui nous sert d'élément en fait, soit pour les porcins, soit pour les bovins, ou même pour les poules. Et qu'autrefois nos parents ils utilisaient, parce que la pauvreté et le manque de moyens aidant, ils utilisaient cette couelle qui reste aussi relativement riche en amidon afin de confectionner des pois. Donc ils utilisaient, donc nos parents ils vendaient la farine, mais étant donné qu'ils n'avaient pas d'argent, eux ils gardaient la couelle qu'ils mangeaient, qu'ils pilonnaient, qu'ils écrasaient à l'aide d'un pilon. Donc ça veut dire que c'était un moyeu en bois enfoncé d'un trou, qu'ils raffinaient et qu'ils mangeaient avec des pois, les pois du jardin, avec du poisson ou avec de la viande asséchée, la viande salée. Donc qui est déjà plus fine, voilà, et qu'on va mettre ensuite à la platine. Et le processus final consistera, à l'aide de la platine et du feu, d'assécher cette farine jusqu'à ce qu'il y ait quasiment aucune humidité, qu'elle soit sèche. Et à ce moment-là, elle devient comestible. Okay. Donc voilà. Donc, en seul élément ajouté, en fin de cuisson, on rajoute un peu de sel, juste pour saler, et en fait, mais très léger. On rajoute juste un peu de sel en fait dans le protocole. Donc la farine est constituée de manioc pur, de l'eau, donc il y a un petit volume d'eau parce qu'elle est toujours la teneur en eau, et de sel. Aucun élément rajouté. Donc voilà. La période de cuisson à remuer constamment la farine afin qu'elle ne colle pas, donc, et qu'elle puisse avoir la légèreté et qu'elle puisse sécher. Pourquoi c'était ce chant-là? La chance, c'est qu'on a nos parents qui ont eu cette activité-là, ça fait plus de 50 ans qu'ils en font. Et nous, aujourd'hui, on fait la première transmission sur une première génération. Et personnellement, et en accord avec maman, qui est encore présente, c'est de basculer et, entre guillemets, dans les meilleurs délais afin que la structure soit mieux appropriée, soit plus amène à franchir les années à venir et le nouveau millénaire. Il faut que, au-delà même de la pénibilité, qu'ils soient convaincus et qu'ils soient dans la fibre même en fait, de l'activité. Donc c'est vraiment dans ce sens que nous voulons en fait, et nous tendons à travailler aujourd'hui afin que l'habitation Thierry-Sil et dans sa gamme et dans sa démarche de transformation de farine de manioc évolue. Donc voilà, c'est vraiment ça la trame moderne.